Mercedes-Benz. Entrez, prenez place. Vous avez 4 heures. Bonjour, installez-vous, je vous prie. Ouvrez la bouche. Et si vous preniez plutôt place à bord d'une Mercedes? Surtout en ce moment, pendant les Star Days. Là, installez confortablement, découvrez le meilleur de la technologie Mercedes-Benz et profitez de conditions exclusives sur de nombreux modèles en stock. Prenez place, les offres Star Days sont là. Rendez-vous chez votre distributeur avant le 30 janvier, conditions sur mercedes-benz.fr. Star Days, journée étoilée. Ondelat raconte. Christophe Ondelat. Voici la douloureuse histoire d'un petit Camerounais, Cyril, que son oncle et sa tante qui vivent en France font venir chez nous quand il a 6 ans et à qui ils font vivre le martyre. Entre autres punitions, ils lui mettent de la purée de piment dans les yeux au point qu'aujourd'hui, il est aveugle. J'ai tiré cette histoire du livre que Cyril a écrit et auto-édité sous le nom de Mason Ewing, Les yeux du destin. Il sera là tout à l'heure. Je l'ai écrite avec l'aide de Simon Veil, réalisation Céline Lebrun. Europe 1, Christophe Ondelat. Je suis né au Cameroun, à Douala. Ma maman, Marie, est morte quand j'avais presque 4 ans. Et après, c'est mon arrière-grand-mère, Élise, qui m'a élevé. Une merveilleuse femme, très douce. Je me souviens qu'à Douala, on habitait une petite maison. Je dormais avec mon arrière-grand-mère dans un grand lit entouré d'une moustiquaire. Et j'allais à l'école à pied, tout seul, avec mes petites tennis blanches qu'Élise m'avait achetées. Le soleil éclairait mon visage. J'étais heureux. Oui, ça a été le moment le plus heureux de mon enfance. Quel dommage que ce bonheur n'ait été que de courte durée. Et puis un jour, vers mes 6 ans, Élise dit qu'elle se fait trop vieille. Et une dame très élégante, Jeannette, une de mes tantes, arrive de France pour me chercher. Moi, je vais vivre en France, je suis content. Et puis prendre l'avion, c'est un peu comme aller au ciel, c'est un peu comme retrouver ma maman. On est naïf quand on est gamin. Ouais, on est naïf. Je me souviens, cette Jeannette arrive en taxi. Nous, on l'attend. La porte du taxi s'ouvre. Une femme en sort de toute beauté. Une créature digne d'Hollywood. Grande, élancée, très claire, vêtue d'un tailleur blanc et noir, avec un chapeau assorti à ses chaussures et à son sac à main. Sublime, comme une actrice de série télé des Blancs. Mon petit Cyril, je t'ai porté des beaux habits de France. Je suis tout fier. On fête Noël tous ensemble, toute la famille. Et puis arrive début janvier. Et il est temps de dire au revoir à mon amour d'arrière-grand-mère. Je me demande d'ailleurs aujourd'hui comment Élise a accepté que je parte. Je lui en veux pas, hein. Je suis sûr qu'elle a cru bien faire. Je me souviens, on prend l'avion, un vol d'Air France. Je ne suis pas habitué à la nourriture française. Alors je commence par vomir. Et quand on descend de l'avion, à Paris, brrr, le froid, et autour tout blanc, de la neige partout. Ça fait 27 ans que je suis en France, je n'ai toujours pas réussi à aimer la neige. Le mari de ma tante, Lucien, nous attend. On monte dans un taxi. Vas-y le roi, s'il vous plaît. Rue Chevreuil. Et on arrive dans un petit appartement au rez-de-chaussée. Une seule pièce en vérité, qui fait salon, cuisine et chambre. Et après des toilettes dans la salle de bain. Et c'est tout. Et en plus de mon oncle et de ma tante, et de moi désormais, il y a une petite fille de 9 ans qui vit là. Elle s'appelle Anne-Carine, hein? C'est la nièce de ton oncle Lucien. Ton oncle que d'ailleurs, désormais, tu vas appeler papa, hein? Elle est arrivée 2 ans avant moi, du Cameroun elle aussi. En tout cas, je suis content, hein, qu'il y ait un autre enfant. Parce que cet homme-là, que je dois appeler papa, il m'inspire pas beaucoup confiance. Et à ce moment-là, j'ai un petit pincement au cœur, quoi. J'ai une envie folle de revoir mon Élise d'amour. Je vais bientôt la retrouver, ma mamie. Arrête de pleurer, sinon tu vas avoir une fessée. Et elle me gifle. Et à partir de ce moment-là, j'ai plus pleuré, hein. Mais mon cœur a continué à pleurer.
CP, dans la même école qu'Anne-Carine. Et je me suis fait un copain. C'est mon premier copain blanc, Christophe. Je vais jouer avec lui. Un soir, on rentre de l'école. Au revoir Christophe. À demain. On fait nos devoirs jusqu'à l'arrivée de mon oncle. On passe à table. Cyril, tu peux aller chercher de l'eau? Je vais dans la salle de bain. Je vois une bouteille pas entièrement vide. Je rajoute de l'eau du robinet. Et de retour dans la pièce, je l'attends à une amie qui est là, Pauline. Et elle boit. Et elle commence à se sentir très mal. C'était de l'eau de Javel qu'il y avait dans la bouteille. Mais moi, comment je pouvais le savoir? Mais t'es qu'un vaurien, hein? Et là, ma tante me traîne dans la salle de bain. Elle prend ma tête et elle la cogne sur le bord de la fenêtre. Bim! Bim! Et elle finit à coups de ceinture, jusqu'à épuisement. Et moi je hurle. Pardon! Pardon! Et là elle me dit de me mettre à genoux, bras tendus. Et dans la paume de mes mains, elle pose 2 grosses pierres. Et si mes bras s'affaissent, bam! Et maintenant va te coucher. Au lit, j'ai pensé à ma mamie, en Afrique. J'ai pleuré. Elle me manque beaucoup. Le soir, après l'école, Anne-Carine et moi, on est censé faire le ménage. Et après nos devoirs. Un soir, ma tante rentre un peu plus tôt que prévu, vers 6 heures. Ah! J'ai bien envie de boire une bière, moi. Allez m'acheter une bière à l'épicerie. Je mets mon anorak, ma cagoule, mes gants. On part à pied tous les deux, avec Anne-Carine. On arrive à l'épicerie, on trouve les 16,64, et en allant vers la caisse, Anne-Carine me chuchote. Je crois que je vais voler des bonbons. Et elle le fait. Et quand on arrive à la caisse, je vous ai vu, hein? Vous avez volé des bonbons. C'est pas bien de voler. Je pourrais appeler la police. Sors-les de la poche. Voilà. Bon ben je vais vous les faire payer, puis c'est tout. Et il prend l'argent des bonbons sur le billet de ma tante. Et nous, comment on va justifier la différence? Elle va voir qu'il manque de l'argent, forcément. On arrive à la maison. Elle compte la monnaie. Il manque de l'argent, là? Eh ben, je sais pas, c'est l'argent qui nous a rendu. Un neveu de mon oncle est là, Achille. Achille, tu retournes avec eux à l'épicerie. Et tu demandes des explications à l'épicier. Mais voler des enfants, quelle honte! Et l'épicier dit à Achille qu'on a volé des bonbons. Et Achille le répète à mon oncle et ma tante. Elle se lève. Mais pourquoi donc je t'ai amené en France? T'es la honte de la famille! Mon oncle se lève à son tour. Il enlève sa ceinture. Et il commence à nous frapper. Flap! 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 J'en ai le corps qui brûle. Et après, ma tante nous amène dans la salle de bain. Et au passage, elle attrape un gros pot dans le frigo. Je sais ce que c'est, hein. C'est le pot à piment. Piment rouge, plus oignon, plus ail, plus tout un tas de condiments africains. Il n'y a rien de plus fort. Elle pose le pot sur le lavabo. Ouvre les yeux. Et avec une petite cuillère, elle me verse de la purée de piment dans les yeux. Et je hurle. Je lui demande pardon. Je lui promets que je recommencerai pas. Mais pendant des heures, elle m'empêche d'aller me rincer. Et quand enfin je vais me passer de l'eau froide, ça brûle. J'ai 6 ans et demi. Ces gens ne sont que méchanceté. Un jour, on déménage à Ponto-Combo, en Seine-et-Marne, pour un appartement plus grand avec 2 grandes chambres et un grand salon. Ma tante Jeannette, je vous l'ai pas dit ça. Ma tante Jeannette est témoin de Jéhovah. Mon oncle non, hein, il dit que c'est des bêtises. Mais elle nous emmène 1 fois par semaine pour des études du livre, comme ils disent. Moi j'aime bien. Les gens sont gentils là-bas. Et elle prend sa petite voix mielleuse, elle sourit, elle est toute douce. Ils savent pas que chez elle, c'est un démon, qu'elle nous fait vivre l'enfer.
Depuis qu'on est à Ponto-Combo, je me suis remis à faire pipi au lit. J'ai 7 ans. Un matin, elle entre dans la chambre et elle sent tout de suite l'odeur. Ça sent le pipi, sinon? Elle m'emmène dans la salle de bain. Et elle va chercher la purée de piment. Et elle m'en remet dans les yeux. Et après, sur le sexe. Maintenant, le soir, je ne bois plus, pour ne pas faire pipi au lit. Un soir après l'école, une fois le ménage et nos devoirs terminés, on va regarder la télé en cachette. Et ma tante Jeannette rentre plus tôt que prévu. Et elle nous trouve devant la télé. Vous me prenez pour une conne, hein? Allez dans le couloir! Et là, elle nous fait mettre à genoux. Et elle nous met à chacun 2 grosses pierres dans les mains, bras tendus. Et elle retourne dans la cuisine préparer à manger en écoutant de la musique africaine. Et de temps en temps, elle revient par surprise. Et si on a baissé les bras, bam! Un coup de spatule sur chaque bras. On a dû rester comme ça 1h30, peut-être 2. Quand mon oncle est rentré, elle lui a expliqué pour la télé. Ils nous ont privés de dîner. Et quand eux, ils ont fini de manger, vous venez ranger, hein? Et faire la vaisselle. En 1991, j'ai 9 ans, et Anne-Carine et moi, on fait une grosse bêtise. On n'a pas le droit d'aller chez les copains après l'école. Dans notre immeuble, on a 2 copines de classe, Nathalie et Karine. Plusieurs fois, les parents nous ont invités. Mais venez jouer à la maison, après l'école. On a toujours dit non. Mais 2-3 fois, on a dit oui. C'est bien chez eux. Il y a des jouets. C'est des poupées, mais je m'en fiche. Nous, on n'a pas de jouets. Et puis un jour, Anne-Carine oublie son cartable chez eux. Et on s'en aperçoit au moment de nous mettre au devoir. Alors elle court les chercher chez la voisine. Mais mon oncle rentre avant qu'elle ne revienne. Elle est où? Et il va la chercher chez eux. Bonjour. Je viens chercher ma nièce. Quand elle l'a entendu, elle a sauté par le balcon. Heureusement qu'elle s'est pas fait mal. Et après, elle a disparu jusqu'à 23h. Et là, le téléphone a sonné. Bonsoir, monsieur. C'est le commissariat de Ponto-Combo à l'appareil. Nous avons retrouvé votre nièce de 11 ans. Elle marchait sur une route à 20 km d'ici, à peu près. Ils l'ont battue jusqu'à l'épuisement. Et le lendemain, j'ai appris qu'ils avaient décidé de la renvoyer au Cameroun. La semaine prochaine. Et moi, je me retrouve seul. Seul, sans personne à qui parler et avec qui jouer. Comme je fais toujours pipi au lit, ils me font dormir par terre. J'ai 9 ans. Et je n'attends plus qu'une chose, la mort. Je vais pas survivre. Tous les soirs quand je me couche, je me dis, est-ce que je vais me réveiller? Est-ce que c'est mon dernier soir? Quelques mois plus tard, ma tante annonce qu'elle se rend au Cameroun. Je pars pour ramener ma mère. Sa mère? Autrement dit, mon arrière-grand-mère, Élise, elle va venir en France. Je suis sauvé. En attendant, ma tante part presque 5 mois. Et mon oncle en profite. Il fait venir une autre femme à la maison. Tu l'appelleras tante Lucie. Elle est gentille. Elle est souriante, mais en vérité, mon calvaire empire. D'abord, mon oncle me retire de l'école. Et puis tous les deux, ils partent. 2, 3, 4 jours, quelquefois une semaine. Et dans ce cas-là, mon oncle m'enferme dans ma chambre, avec à peine de quoi manger et des bouteilles d'eau. Et pour faire mes besoins, un pot sur le balcon. Pour faire pipi, j'ai trouvé une astuce. Je le fais dans un petit trou d'évacuation des seaux de pluie. Mais au moins pendant ce temps-là, il me frappe pas.
Et puis un jour, ma tante rentre du Cameroun. C'est bizarre, hein? Elle me maltraite. Mais je suis quand même content qu'elle rentre. Au moins, je serai plus enfermé dans cette chambre et je pourrai manger tous les jours. Et quand elle rentre, elle découvre que mon oncle m'a retiré de l'école. Alors elle veut me réinscrire en CM2. La directrice de mon école lui dit que je suis surdoué. Alors elle m'inscrit directement en 6e, à 10 ans, au collège Condorcet. Où, quand on me demande ce que je veux faire plus tard, je réponds « Moi, je veux être producteur de cinéma. » Les autres se moquent de moi. Ils disent que je suis un rêveur. Et puis un samedi, ma merveilleuse Élise arrive. Cette arrière-grand-mère que j'ai pleuré pendant 4 ans, que j'ai appelée tant de fois dans mes rêves. Elle est là. Elle est face à moi. Je la prends dans mes bras. Oh, je suis tellement bien. Je me dis, tout va enfin s'arrêter. Mais j'ai parlé trop vite. Je n'ai eu que quelques semaines de répit. Élise n'a pas su recadrer sa fille. À 11 ans, je suis en 5e maintenant. Et je commence à me rebeller. Si on me cherche, je me bagarre. Un jour, un Ludovic me traite de fils de pute. Bam, je lui en mets une. Et je me retrouve dans le bureau de la directrice. Bon, dis-moi, Cyril. Je voudrais rencontrer ton oncle et ta tante, hein? Je vais les faire venir. Je la supplie de ne pas le faire. Je suis paniqué. Et pourtant, elle les appelle. Et le soir, je rentre. Je suis stressé, hein. Ma tante me roue de coups pendant des heures dans la salle de bain. Mon arrière-grand-mère veut intervenir. Te mêle pas de ça, la vieille. Je l'ai hais. On ne parle pas comme ça à Élise. J'ai décidé de fuguer. Avec un copain, Jean-François, qui est dans un foyer. Je vais aller avec lui à Paris. Je monte dans le train. Je me retrouve à la gare de l'Est à Paris. Je suis libre. Je dis au revoir à Jean-François et je me mets à marcher dans Paris. J'ai un peu peur, hein, mais je suis heureux. Je suis libre. Et je marche, jusqu'à la nuit. Et puis à un moment, je rentre dans une cabine et je fais le 17. La police. Allô? Voilà, je suis perdu, je veux pas rentrer chez moi. J'ai peur de mon oncle et de ma tante. Ils viennent me chercher. Ils m'emmènent à la brigade des mineurs. Je rencontre un gentil monsieur qui me demande pourquoi je ne veux pas rentrer chez moi. Je lui raconte tout. Ben, ils me mettent du piment dans les yeux et dans le sexe aussi pour me punir. Et puis ils me mettent à genoux pendant des heures aussi. Et puis ils me privent de manger. Ils me mettent dans un foyer d'urgence dans le 15e arrondissement. Je me dis, ouf, c'est fini. Je suis naïf, hein. Le lendemain, je me retrouve face au directeur du foyer. J'ai lu tout ce que tu as dit à la brigade des mineurs. J'avoue que je sais pas quoi en penser. Tu peux tout me raconter, à nouveau? Je lui répète tout. Ça dure 3 ou 4 heures. Et le lendemain, le directeur me fait revenir dans son bureau. Et là, la porte s'ouvre. Et qui je vois rentrer? Ma tante. Quand je la vois, je veux m'enfuir. Un éducateur me rattrape. Et elle, dans le bureau, toute mielleuse, toute gentille. Elle jure qu'elle n'a pas pu me faire de mal, qu'elle ne comprend pas pourquoi je dis des mensonges et que sans doute j'ai de mauvaises fréquentations. Et ce crétin de directeur et ses éducateurs avalent son baratin. Et je repars avec elle. Quand on arrive à l'appartement, mon oncle m'attend de pied ferme. Je n'ai jamais vu autant de haine dans ses yeux. Et ils me battent comme jamais. Ma tante m'agenouille dans le salon, elle me colle un dictionnaire dans chaque main, bras tendus, et à chaque fois que je baisse les bras, bim! Un coup de ceinture. Mon arrière-grand-mère les supplie d'arrêter, elle pleure. Et ils me fouettent comme ça presque toute la nuit. Et quand je n'ai plus de force, ils me laissent dormir dans le couloir. Des fugues, j'en ai fait d'autres.
Et à chaque fois, je suis allé voir la police. J'ai encore tout raconté. Ils m'ont mis dans le même foyer ou dans un autre. Et une fois dans un hôpital psychiatrique. Et une autre fois dans une famille d'accueil. Mais à la fin, la DAS a toujours fini par appeler ma tante. Bravo, cet organisme est censé protéger les enfants. J'ai souvent mal à la tête. Les piments qu'ils m'ont mis pendant des années ont laissé des séquelles. J'ai souvent mal aux yeux. Les yeux me brûlent. Et à peu près vers mes 14 ans, je suis placé dans un foyer près de Melun. Il est 5 heures de l'après-midi, la nuit commence à tomber. Et d'un coup, je me sens pas bien. Crise d'épilepsie, je suis dans le noir. Je passe 3 semaines dans le coma. Et quand je me réveille, pourquoi je vois rien? J'ai perdu la vue. Je suis aveugle pour toujours. Je ne veux plus qu'une chose. Je veux mourir. Et d'ailleurs, je retombe dans le coma. À mon réveil, l'aide sociale à l'enfance, la DAS, a laissé mon oncle et ma tante venir me voir. Et vous savez ce que m'a dit mon oncle? Ah ben c'est bien fait que t'aies perdu la vue. T'as eu ce que tu méritais. Au moins ça t'évitera de faire des fugues. Et ils se sont mis à rire, tous les deux. À rire. Un jour en 2010, j'avais 28 ans, je suis retourné voir ma tante. J'y suis allé avec un copain, Raphaël. J'ai sonné, elle m'a ouvert. On a parlé comme si de rien n'était. Elle avait tout oublié qu'elle m'avait maltraité, que si j'étais aveugle, c'était à cause d'elle et de son mari. On s'est revus 2 fois. Une fois c'était à Noël, c'est elle qui m'a invité. Je l'aime pas, hein, mais ce Noël était sympathique. On aurait dit une famille modèle. Elle ne me faisait plus peur. Alors je lui ai demandé pourquoi elle m'avait fait tout ça. Elle m'a dit que c'était par amour. J'ai gardé mon calme. Je lui ai demandé si elle regrettait. Elle m'a répondu que non. Qu'en perdant la vue, j'avais eu ce que je méritais. Je vous le jure, hein. Il n'y a pas eu un seul pardon. Il n'y a pas eu un seul regret. Un jour, elle m'a téléphoné pour me demander si j'avais pas du travail pour elle. Et une autre fois, c'était pour m'annoncer la mort de mon arrière-grand-mère. Elle m'a demandé de l'argent pour que je participe à l'enterrement. J'ai donné, hein. Et qu'est-ce que j'ai pleuré. Qu'est-ce que je l'aimais. Voilà donc pour cette histoire que j'ai tirée, Mason et Wing, de votre livre Les yeux du destin. Pour moi, ça a été une expérience incroyable parce que d'habitude, je regarde dans les yeux des gens dont je raconte l'histoire, comment ils l'encaissent. Et évidemment, dans vos yeux, je n'ai rien pu lire. Mais j'ai l'impression, là, à la fin de l'histoire, que j'ai trouvé les bons mots, et tout simplement parce que c'était les vôtres. Oui, c'est bien ça, exactement. Effectivement. Vous êtes à 100% reconnu dans cette histoire qui est évidemment un résumé de ces 30 premières années de votre vie. Oui, c'est ça, exactement. Alors il faut qu'on raconte la suite maintenant. Parce que, et ça explique que vous vous appeliez aujourd'hui non pas Mason, comme j'ai dit tout à l'heure, mais Mason. Sorry for that. Mason et Wing, c'est qu'en fait, après tout ça, à un moment, vous êtes partis aux États-Unis avec des amis. Et ça a été le début d'une autre vie. Vous pouvez nous raconter ce que il vous est arrivé aux États-Unis? Ce qui m'est arrivé aux États-Unis, c'est que, en fait, moi, je suis parti parce que c'était compliqué en France pour moi. C'est comme je précise bien dans mon livre, être noir et handicapé, c'est très difficile. Donc, comme j'en avais marre, puisque, on va dire, j'ai perdu ma grand-mère à ce moment-là, je suis devenu diabétique, donc à cause d'un choc émotionnel, donc je suis parti aux États-Unis parce que je me suis dit, j'avais envie vraiment de réaliser mes rêves dans la mode. Et malheureusement, il n'y avait aucune porte qui était ouverte pour moi en France. Donc, dans la mode, c'est-à-dire créateur de mode. Voilà, exactement. Parce que j'avais envie de réaliser le rêve de ma mère, qui était, quand elle était de son vivant, était mannequin, style modéliste, en fait. Et c'est pour ça que je suis parti à Los Angeles pour réaliser mes rêves, faire de la mode et du cinéma.
Et donc vous avez créé là-bas une marque qui s'appelle donc Mason & Wing. Voilà. Mais comment est-ce que, sans vos yeux, vous pouvez créer des vêtements? Déjà, je précise que Mason, c'est mon prénom aussi. Hein. De base, je m'appelle Mason Cyril, Elan, c'est ma mère, et Wing, c'est mon père. Ouais. Voilà, donc moi, je dis toujours que je pense que le talent que j'ai dans le domaine de la mode, c'est un cadeau, c'est un bel héritage que ma mère m'a légué, en fait. Parce que on va dire que ma mère, elle aimait beaucoup la mode, et c'est quelque chose que j'avais envie de réaliser pour elle. J'ai toujours dessiné, même quand je voyais que j'aimais beaucoup les dessins, et je dessinais beaucoup. Donc, en fait, quand j'ai pas de la vue, j'ai continué à dessiner parce que j'avais vraiment envie de ne pas perdre ce rêve que j'avais quand j'étais voyant. C'est-à-dire que vous êtes capable de dessiner une robe alors que vous ne voyez pas. Exactement. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes non-voyantes qui sont capables de beaucoup de choses. C'est juste que les gens ne s'y intéressent pas assez. Et moi, j'espère que grâce à mon travail, ça va justement ouvrir des portes pour montrer aux gens que on a beau être dans le noir, on peut faire des très belles choses, de la musique, du cinéma, de la mode. Vous avez fait aussi du cinéma, réalisé un premier long métrage. Voilà, et Coup puis, de foudre à Yaoundé. Ouais, et puis une série de télévisée. Ouais, c'est ça. Que je prépare, qui s'appelle Mickey Boom, voilà. Mais que vous ne voyez pas. Est-ce qu'on a besoin de voir? Je pense que c'est pas la chose la plus importante. Je dis toujours que j'ai beau être dans le noir, mais je pense que je vois beaucoup mieux que des voyants. D'où est-ce que vous sortez ce qu'on appelle cette résilience, hein, c'est-à-dire cette capacité incroyable de rebond? Il y a une petite piste dans l'histoire, c'est ce moment où l'institutrice suggère à votre tante que vous êtes surdoué. Oui, parce qu'en fait j'ai toujours bien bossé à l'école, même au Cameroun, hein, j'aimais bien l'école. Déjà, je suis une personne qui aime beaucoup la littérature, je lis énormément, j'ai toujours beaucoup lu, et c'est vrai que ça fait partie d'une des choses qui m'a sauvé dans mon calvaire. La lecture énormément, le cinéma aussi d'ailleurs, et la mode aussi. C'est pour ça que c'est trois métiers que j'adore plus que tout au monde, parce que s'il n'y aurait pas eu tout ça, je pense que je m'en serais pas sorti. Et donc je sais pas, après surdoué, parce que c'est ce que disaient les gens, parce que c'est vrai qu'on va dire j'ai un bon cerveau, j'étais l'utiliser, et puis j'ai une très bonne mémoire. C'est pour ça que j'ai pu me rappeler exactement de tout ce qui m'était arrivé, voilà, écrit dans mon livre, les rues où j'habitais avant, tout ça. Alors il y a quelque chose qui reste en suspens, Mason, dans votre livre, une question à laquelle vous n'apportez pas de réponse, mais peut-être parce que vous ne l'avez pas. Pourquoi est-ce que ces gens viennent vous chercher au Cameroun pour finalement vous martyriser? Alors, c'est exactement la question que je me suis posée pendant des années, et j'espère que ma tante allait me donner des réponses, puisqu'on va dire que quand les choses commençaient à aller un peu mieux dans ma vie, je suis parti les voir pour la première fois avec Raphaël. Oui. Et en fait, les réponses, je les ai pas eues. On va dire, ma tante était beaucoup plus hautaine, elle était assez du genre arrogante. Limite, pour elle, tout ce qu'elle avait fait, c'était normal, donc elle avait aucun regret. Et puis, elle a osé me dire qu'elle aimait ma mère, qu'elle aimait plus que tout, c'était comme sa fille. Et j'ai trouvé ça, et ça m'a beaucoup énervé. Et pourquoi ils ont fait ça, je n'en sais rien. Maladie mentale? Perversité? Psychiatrique? Tous non. les deux, ce qui est étonnant. Non. 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 Parce que, excusez-moi, mais je trouve qu'on a tendance à dire que dès le moment que les gens non, je pense qu'ils étaient tout simplement mauvais, méchants, en fait. C'est pire que, pour moi, c'était cruel. Parce que, vu ce qu'ils ont fait, il n'y a pas que moi, il y a aussi Anne-Carine, il y a eu la fille qu'ils ont poussée du 2e étage, il y a eu pas mal, vraiment, il y a eu beaucoup de choses. J'ai pas tout raconté, bien sûr. Il y a eu beaucoup de choses. Mais ce que je n'ai pas raconté, c'est que votre tante avait une fille. C'est-à-dire qu'elle ne vous a pas pris pour se substituer à un enfant qu'elle ne pouvait pas avoir. Elle avait une fille. Et ce qui est assez paradoxal, c'est qu'elle ne l'a pas élevée. C'est ça. C'est fou. Ouais. Et qu'elle-même, elle a été placée aussi en foyer. Elle-même, elle avait des trucs puisqu'elle avait été maltraitée par eux. Par son mari, donc... Ça restera une question sans réponse. C'est vrai. Elle ne veut pas en parler. Non, parce que pour elle a rien fait de mal, elle n'a rien à se reprocher. Vous leur avez fait un procès? Oui, qui n'a servi pas à grand chose, en fait. C'est pour ça que dans mon livre, si vous avez remarqué, je n'en parle pas beaucoup, en fait. C'est pour ça que je vous pose la question. Parce que j'ai cru comprendre, mais vous n'en parlez pas. Vous les avez attaqués devant la justice pour les mauvais traitements qu'ils vous ont fait subir. Ils ont été condamnés à quoi? En fait, alors, moi, quand j'ai décidé, parce qu'il faut dire qu'après tout ça, vu qu'à l'époque, personne n'a cru en moi, des fugues, j'en ai fait plus d'une centaine, hein, j'en ai eu beaucoup, j'ai été voir beaucoup de commissariats, j'ai tellement été affecté qu'on m'écoute pas, que personne ne me croit, que je me suis enfermé pendant des années. Après, j'ai fait des tentatives de suicide, tout ça, et puis un jour, j'ai rencontré une psychiatre qui m'a dit que j'avais le droit de porter plainte, que j'avais des droits, et ce que j'ai voulu faire,
Et donc, on a fait, bon, il y a eu une enquête, il y a eu pas mal de choses. Mon oncle a été recherché puisqu'il était en cavale. Ma tante, pendant l'enquête, a pris 1 an, elle a pris 1 an. Et après. 1 an de prison. 1 an de prison. Oui. Voilà. Et après, quand mon oncle, comme par hasard, la chance que j'ai eue, c'est que mon oncle était attrapé quelques jours avant le procès. Oui. Quelques jours avant le procès. Et le jour du procès, ce qui m'a énervé, c'est que j'étais limite on va dire le bourreau et j'étais les victimes. Et ça m'a choqué parce que j'avais plein d'amis qui étaient là et tous mes amis étaient scandalisés. Le jour de procès, alors qu'il y avait quand même pas mal de preuves, pas mal de témoins. Et j'ai jamais compris ce procès. J'ai trouvé que c'était une mascarade. Même mon avocat, il était un peu, Maître David Desgranges, il était un peu choqué par ce procès, justement. Et donc, voilà. Mais ils ont été condamnés à vous verser de l'argent, j'espère, parce que ils vous ont rendu aveugle quand même. Ouais, en fait, 5 000 € de dommages et intérêts que je n'ai jamais touché. 5 000 € de dommages et intérêts que je n'ai jamais touché. Et puis 1 an avec sursis ça n'a pas servi à grand chose, en fait. Mais bon, c'est pas grave. Alors, ce qui est saisissant, c'est que votre tante est témoin de Jéhovah. C'est là qu'il y a un hiatus extraordinaire entre ce que peut être une foi et des pratiques barbares à côté, quoi. Oui, parce que je le précise bien, attention, moi, je n'ai rien contre les témoins de Jéhovah, c'est des gens très bien. Moi, honnêtement, c'est quand je vivais chez mon oncle, ma tante, quand j'allais à la salle du royaume, j'allais voir les témoins de Jéhovah, ça se passait super bien. D'ailleurs, les familles d'accueil, les familles où j'allais, qui étaient amies avec ma tante, étaient formidables. Honnêtement, il n'y a rien à leur reprocher. Et je sais que pour beaucoup de monde, c'est une secte. Moi, je dis non, parce que je sais, je l'ai vécu assez longtemps. Après, chacun pense ce qu'il veut. Par contre, les témoins de Jéhovah n'ont rien à voir. Ma tante ne m'a pas maltraité parce qu'elle était témoin de Jéhovah. Enfin, comment pouvait-elle être témoin de Jéhovah, implorer Dieu toute la journée et martyriser son neveu Exactement, c'est ça. Et en plus, elle voulait que je l'appelle maman. Ils l'ont su, les témoins de Jéhovah, ce qu'elle vous avait fait finalement? En fait, alors, il y en a qui l'ont su. J'étais déçu parce qu'il y en a qui l'ont su. Et en fait, elle continue d'ailleurs à être témoin de Jéhovah vers là où elle habite, puisqu'elle habite pas loin de chez moi. Et en fait, il y en a qui l'ont su, mais il faut croire que ça n'a pas fait grand-chose. Ma tante, elle est très forte pour manipuler les gens, attention. Avec son mari, ils sont très forts pour ça. Ils sont toujours ensemble? Oui, toujours ensemble. Ils habitent toujours pas loin de chez moi. Ils sont toujours ensemble, oui. Bien sûr. Et ils ne prennent plus d'enfants qui viennent du Cameroun? Parce que, je l'ai pas dit ça, mais il y a tout un tas de gens qui défilent chez vous, qui vont chercher au Cameroun, qui restent quelque temps, et puis qui se barrent en courant, évidemment. C'est ça. Ils n'en prennent plus aujourd'hui. En plus, ce qui est drôle, c'est que tout à l'heure, quand vous avez mis de la musique, c'est exactement la musique qu'elle écoutait. C'est Grâce Descas, c'est ça? Oui, absolument. C'est Grâce Descas. C'est la musique qu'elle écoutait ma tante, justement, à chaque fois. Alors évidemment, il y a quelque chose dont il faut qu'on parle, c'est l'attitude constante de l'aide sociale à l'enfance, qu'on appelait autrefois la DAS. Vous les dénoncez, votre oncle et votre tante, auprès de la police. Donc l'aide sociale à l'enfance, c'est ce qu'ils vous font subir. Et pourtant, systématiquement, ils vous renvoient chez eux. Est-ce que vous avez compris pourquoi, vous? Jamais. Et le pire, c'est que même quand j'ai perdu la vue, quand je suis tombé dans le coma, je suis sorti du coma, mon oncle et ma tante ont continué à venir me voir. Et même après que je sois placé, parce que bon, j'ai pas tout marqué, parce que mon histoire, elle est trop longue. Même après qu'ils m'ont placé pendant des années, ils ont insisté pour que j'aille fêter des Noëls avec mon oncle et ma tante. Donc quand j'étais en famille d'accueil, j'allais de temps en temps, j'étais obligé d'aller carrément chez mon oncle et ma tante fêter Noël. Mais vous aviez 15 ans, 16 ans à l'époque. Hein? Oui, voilà. Et vous disiez, je suppose, je veux pas y aller. Je disais, je veux pas y aller. Par exemple, j'étais obligé, quand j'étais à Marie-sur-Marne, chez Madame Blin, par exemple, j'étais obligé d'aller devant un Noël chez mon oncle et ma tante. J'avais pas le choix. Pourquoi? Parce que il y a un lien génétique et que l'aide sociale à l'enfance privilégie toujours ça. Moi, je pense que c'est parce qu'ils prennent souvent des très mauvaises décisions et que, en fait, pour moi, ils ont jamais cherché à me protéger, alors que ça faisait des années que j'ai appelé à l'aide, ça fait des années que je précisais que j'étais maltraité par ces gens-là. Mais pour eux, c'était mon oncle et ma tante, donc il fallait ils voulaient renouer contact, ils voulaient automatiquement que je n'ai pas contact avec mes bourreaux. Parce que les liens du sang, non? Oui, exactement. Alors que les liens du sang, là, pour une fois, ça ne voulait rien dire. Bon, c'est pas que pour une fois. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et c'est, sachez-le, c'est une constante dans l'histoire de l'aide sociale à l'enfance de ces dernières décennies que de vouloir maintenir coûte que coûte les liens génétiques plutôt que de favoriser, par exemple, une adoption. Vous auriez pu être adopté par une autre famille. Exactement. Mais comme je suis pas adoptable parce que j'ai toute ma famille, en fait, je suis pas adoptable, donc en adoption simple aussi. Voilà, en adoption simple, exactement. Votre cousine, ça je l'ai pas raconté, Anne-Carine, elle est donc rentrée au Cameroun, il n'en voulait plus. C'est ça. Et elle est morte après. Ouais, elle est décédée, elle s'est fait tuer par son père, son frère et son cousin. Violence. Voilà, violence, ils l'ont tabassée à mort. Et la pauvre, elle est morte en laissant un petit garçon. Donc, pas à son âme. Elle avait un destin, elle est morte très jeune, 28 ans, comme ça. Donc,
un destin qui se termine très mal. Vous dites à la fin que vous n'avez plus de haine à l'égard de votre oncle et de votre tante. Exactement. D'où vous sortez ça? Cette capacité de pardon? En fait, c'est parce que tout simplement, ce que je ne veux pas, c'est je ne voulais pas les ressembler. Parce que ces gens-là, moi je vais le préciser, ma tante, il faut pas croire, elle a vécu beaucoup dans l'amour parce que elle a eu une mère qui était mon grand-mère et sa mère qui s'appelle Élise était la femme la plus formidable du monde. Et honnêtement, ma grand-mère, Annette, la sœur de ma tante, n'était pas du tout comme elle. Donc ça n'a rien à voir à cause de l'éducation, c'est parce qu'elle était simplement méchante. Et donc moi je n'avais pas du tout envie de devenir comme Jeannette. Parce que je me suis dit, avoir de la haine, qu'est-ce que ça va m'apporter? Ça va me ranger, ça va me détruire. Et moi, j'avais pas du tout envie. Honnêtement, pour moi, aujourd'hui, je les déteste pas. Quand j'ai écrit ce livre, c'était vraiment dans le but juste de passer un message pour que tout cela cesse et que ça n'arrive pas à d'autres enfants. Mais c'était pas le but pour que les gens les haïssent, les détestent ou qu'ils aillent les voir pour les faire quelque chose. Non, c'est pas ce que je les souhaite. Voilà, parce que pour moi, tout ça n'existe pas, tout simplement. Vous les reverrez? Peut-être. Alors, après ce qui s'est passé avec l'histoire de ma grand-mère, jamais. Parce que je peux encore, j'aurais pu avancer, peut-être voir, mais après, parce que mon grand-mère Élise, en fait, c'était ma deuxième mère. Ma mère, c'est elle qui m'a donné l'amour, c'est elle qui m'a élevé beaucoup. Et il y a la scène où, au moment où, il y a dans mon livre une partie, quand ma grand-mère va mourir, mon grand-mère va mourir, et ma tante, elle fait une photo, elle met tous ses petits-enfants, elle met ses enfants, et elle refuse de me mettre dedans, alors qu'elle était en relation avec moi à ce moment-là. Elle a pris une photo, et ça m'a détruit, en fait. Donc, honnêtement, c'est terminé, pour toujours. Plus de haine, non, mais pas de c'est haine, fini. C'est fini, voilà, c'est tout. Votre livre s'appelle Les yeux du destin, Mason Ewing. Il est auto-édité chez Ewing Publications. Ça veut dire qu'on le trouve via Internet, c'est ça? Voilà, on peut le trouver à la Fnac, sur Google Book, il est sur Amazon, et puis voilà, on peut, de toute façon, si on tape Mason Ewing, mon livre Les yeux du destin, il n'y aura aucun problème, on va le trouver partout, on peut l'acheter en livre broché, et puis en e-book, tout ça, voilà. Merci Mason. Merci beaucoup de m'avoir confié votre histoire. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.